Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve toujours en direct de la Namibie. Notre voyage va gentiment toucher à sa fin. Et comme c'était mon voyage d'anniversaire et qu'on est toujours en avril, la semaine dernière, quand je t'ai enregistré mon épisode de podcast qui partait d'un contexte d'anniversaire, je me suis rendu compte que le 4 avril 2025, du coup le jour de mes 33 ans, ça faisait très exactement 10 ans que j'étais officiellement entrepreneuse. J'ai créé mon statut d'auto-entrepreneuse le 4 avril 2015. C'était du coup le tout début de mes petits revenus digitaux. Et du coup, c'était aussi 5 ans après le début de ma carrière sur Internet, entre guillemets, puisque du coup, j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Et je me suis dit que du coup, c'était l'occasion de faire un épisode un peu spécial pour ces 10 ans d'entrepreneuriat. J'ai décidé du coup de te donner mes 10 commandements de girl boss. Et quand je dis girl boss, je ne parle pas seulement que d'entrepreneuriat pour le coup. Comme tu le sais, j'essaye d'être un maximum inclusive parce que pour moi, on est toutes des girl boss, que tu sois maman, que tu sois une salariée passionnée, que tu sois une nana qui cumule les jobs ou que tu sois entrepreneuse, tu es forcément une girl boss à part entière. Et du coup, j'ai noté 10 commandements pour pouvoir tenir un petit peu ce rôle tout au long de ta vie. Et comme chaque épisode, j'essaie de donner un max de valeur. Du coup, pour chaque commandement, à la fin de mes explications, je t'ai noté des questions à te poser, donc n'hésite pas à les noter et à revenir dessus quand tu auras le temps de faire une introspection sur toi. Le commandement numéro 1, c'est crois en toi avant de demander qu'on croit en toi. C'est un peu la base de tout. Et comme tu le sais, moi-même, je travaille sur ma confiance en moi et sur le fait du coup de croire en moi. Mais en fait, t'auras beau avoir une offre brillante, une expertise solide ou un concept novateur, si en fait tu ne crois pas profondément en toi et en ce que tu veux proposer aux gens, personne ne pourra le faire à ta place. Et finalement, je crois que c'est le commandement qui pour moi est le plus difficile, mais c'est aussi pour moi le commandement qui est à la base de tout. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. En fait, la confiance en soi, c'est un peu un socle invisible, si tu veux, de ton entreprise. Et d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes persuadés que j'ai méga confiance en moi tout le temps, H24 dans ma vie, et ce n'est absolument pas le cas. Des fois, je vais avoir du mal à prendre la parole. D'ailleurs, ça se voit, je fais de moins en moins de stories face cam parce qu'en ce moment, j'aime pas ma tronche. Des fois, je vais avoir du mal à assumer certains de mes tarifs, surtout dans la création de contenu. Des fois, je vais avoir du mal à refuser des clients. Donc ça, du coup, je t'en parlais pas mal dans l'épisode de la semaine dernière. Ou tout simplement, des fois, c'est juste lancer un projet qui fait un petit peu peur, comme le projet que je vais lancer en mai. Et en fait, je vous dis souvent d'ailleurs, merci pour tous vos retours positifs, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, etc., etc. Et forcément, ça me donne confiance en moi et c'est pour ça que j'adore vous remercier. Mais je me dis que au fond de moi, ça reste quand même de la façade. Et ce qui compte vraiment, c'est que je crois en moi et en mon projet, entre guillemets, seule, même si j'ai de la chance d'être entourée par une équipe incroyable. Mais si moi j'y crois pas, je peux même pas transmettre ça à mon équipe en fait, que ça va fonctionner, que je sens que je tiens un truc, que c'est vraiment moi, que c'est aligné, etc., etc. Et ça prend du temps. Et déjà, ce qu'il faut faire, c'est te poser. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser un peu à un exercice que je suis en train de faire avec une de mes coachées qui a beaucoup de mal à faire cet exercice-là et je comprends. Mais je pense que c'est vraiment la base de tout. Mais en fait, il faut vraiment connaître ses forces et ses faiblesses. Et c'est hyper important en fait de connaître ça et de pouvoir les remanier en fait à des compétences et en fait savoir se dire ok ben ça je sais que je sais le faire parfaitement. Est-ce que j'aime ou pas le faire, c'est encore une autre question et ça je sais que je le fais moins bien. Et en fait, il faut être ok avec ça. Et un autre point super important, c'est la comparaison. Je pense que je pourrais faire un épisode de podcast dédié à la comparaison, mais ça peut vraiment tout simplement te saboter. C'est un exercice, encore une fois, qui n'est pas facile à faire, mais moi, j'ai complètement arrêté de me comparer. J'ai arrêté de comparer mon physique, j'ai arrêté de comparer mes voyages, j'ai arrêté de comparer mon chiffre d'affaires, j'ai arrêté de comparer mon couple, j'ai arrêté de comparer mon entourage. Bref, j'ai arrêté de tout comparer et en fait, je me compare moi vs moi et pour moi, en tout cas, ça fait partie du rôle d'une girl boss. Parce qu'en fait, te comparer, tu pourrais avoir l'impression que ça pourrait t'aider en mode genre, ah, mais j'ai pas pensé à ci, ah, mais j'ai pas pensé à ça, mais elle fait mieux ci, mais elle fait mieux ça. Mais dis-toi qu'en fait, dans tous les cas, si tu ne fais pas partie de la vie des gens, tu connais 5% de la vie des gens. Et encore, je suis généreuse. Et donc, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien à part perdre ton énergie vitale. Donc, travailler sur soi, encore une fois, ce n'est pas un luxe, pour le coup. C'est vraiment une condition
pour pouvoir durer sur le long terme. Donc si tu veux te poser des questions, encore une fois, c'est des questions tournées plutôt entrepreneuse pour la simple et bonne raison que je ne suis ni maman ni salariée, mais l'idée c'est que tu puisses aussi reprendre ces questions à ta sauce. Alors, est-ce que je suis capable de parler de mon travail avec clarté et assurance sans minimiser ce que je fais? Par exemple, j'ai remarqué que moi j'arrivais facilement à expliquer ce que je faisais comme métier, en mode je suis créatrice de contenu, je suis travel planeuse, voilà, et puis là du coup je suis bientôt encore autre chose dans un autre business, et à chaque fois je complétais, si tu veux, par un truc en mode mais bon, en même temps c'est pas très compliqué de savoir prendre des photos, mais bon, en même temps c'est pas très compliqué d'organiser des voyages. Et en fait ça typiquement c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce que tu fais passer à ton cerveau que finalement ta valeur n'est pas aussi haute que ce que tu pourrais le penser. Ensuite, il faut que tu te demandes quelle est ma relation à l'échec et à l'erreur. D'ailleurs, ça pourrait aussi faire un épisode de podcast entier. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te passe un épisode là-dessus. Et ces échecs et ces erreurs, est-ce que je les vis comme une honte ou comme une opportunité? Je te laisse méditer là-dessus. Quelles sont les situations où je doute le plus de moi-même et qu'est-ce que ça révèle du coup sur moi? Donc par exemple, j'ai remarqué que moi, les situations où je doute le plus de moi-même, c'est les situations de groupe. J'ai beaucoup de mal à être en groupe, donc c'est un truc avec lequel je travaille avec mon astropsy Jess. Mais en fait, quand je suis toute seule, moi vs moi, vraiment, j'ai confiance en moi, je ne doute pas de moi, j'y vais franco. Et en fait, dès que je suis dans un groupe, et encore plus dans un groupe où je ne connais pas les gens de façon profonde, là vraiment ça va être une situation où je vais me mettre à douter de ma légitimité, limite à faire partie du groupe, tu vois. Comment est-ce que tu célèbres tes petites victoires et est-ce que tu prends vraiment le temps de reconnaître tes avancées? Et enfin, une question qui est très très dure, donc celle-ci il faut vraiment que tu te poses pour y répondre, mais c'est quelles sont tes croyances limitantes, que ça soit lié à l'argent, que ça soit lié à la réussite, ou tout simplement à ta légitimité, en quoi ça te freine en fait, et comment est-ce que tu peux déconstruire ces croyances limitantes. Et ça, c'est vraiment un travail méga de fond, que moi du coup je fais encore une fois avec Jess, mon astropsychologue, mais ça pourrait aussi d'ailleurs complètement faire un épisode à part entière sur les croyances limitantes, c'est un sujet qui me passionne. Le commandement numéro 2, c'est ne redoute pas l'échec, transforme-le en levier. Donc ça me permet un peu de faire la transition avec une des questions du commandement numéro 1 et qui du coup j'espère va pouvoir t'aider à trouver des réponses. Mais en fait j'ai remarqué que le plus gros blocage des gens dans leur vie, c'était la peur de l'échec. Et en vrai, je comprends de ouf que ça soit paralysant et c'est ce qui pousse d'ailleurs beaucoup à procrastiner, à être dans l'inactivité et tout simplement aussi, des fois pour certaines personnes, ça va être du perfectionnisme à l'extrême et tu sais que j'étais comme ça avant, mais pareil, c'est quelque chose qui se travaille. Et en fait, refuser l'échec, c'est comme si tu voulais refuser de progresser. Par exemple, tu as envie de devenir maman, tu as des problèmes pour tomber enceinte. En fait, ne pas vouloir tester d'autres méthodes parce que tu as peur que ça marche pas, en fait, ça te bloque tout simplement à potentiellement pouvoir tomber enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, l'échec, ça fait juste vraiment partie du processus de la vie. Mais vraiment. Et malheureusement, en tant qu'Européens / Français, on a grandi dans une société où l'échec, c'était quelque chose de honteux. Alors que par exemple, quand tu voyages un petit peu, tu te rends compte qu'aux États-Unis, limite un mec qui n'a pas connu d'échec pendant un entretien d'embauche, on va pas le recruter. Parce que quelqu'un qui n'a pas connu l'échec, c'est quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre de recul sur les situations. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui ne sait pas évoluer de façon positive. Et potentiellement, du coup, quand il va y avoir un drame, c'est quelqu'un qui ne va pas se relever. Et dans un autre épisode, j'avais déjà pris cet exemple très imagé, mais j'adore cet exemple-là. C'est un peu l'enfant qui apprend à faire du vélo sans ses roulettes. Forcément, au début, il va avoir très peur de tomber parce qu'il va avoir peur de se faire mal. Mais en fait, s'il se force pas à tomber, déjà, il apprendra pas à tomber correctement pour éviter de se faire mal, et surtout, il apprendra pas à rouler sans roulette. Donc en fait, ce qu'il faut faire par rapport à l'échec, c'est d'avoir un rapport émotionnel différent avec l'échec. C'est-à-dire que potentiellement, quand je te dis échec, erreur, etc., tu vas avoir beaucoup d'émotions négatives. De la tristesse, de la honte, on t'a peut-être humilié, on t'a rabaissé, on s'est moqué de toi, je ne sais pas, tu vois. Et en fait, si tu le tournes dans ton cerveau en mode si je commets des échecs, c'est qu'en fait je vais pouvoir apprendre pour ne pas refaire la même erreur / le même échec, et en fait tu vas voir que tu vas beaucoup mieux vivre tes erreurs et tes échecs, et du coup tu vas avancer beaucoup plus vite aussi. Ça fonctionne dans les relations. Par exemple, il y a des personnes dans leur relation amoureuse qui répètent tout le temps les mêmes schémas. Je sais pas si t'as quelqu'un dans ton entourage comme ça, mais moi j'avais des personnes comme ça dans mon entourage que j'ai enlevées. Mais les personnes qui répètent toujours les mêmes schémas un peu toxiques de relations amoureuses, en fait c'est des personnes qui n'acceptent pas leur échec / leur erreur des relations passées. Et du coup, comme elles n'acceptent pas émotionnellement ça, elles sont incapables d'avoir un autre type de relation, c'est-à-dire des relations saines par exemple, tu vois.
J'essaie de donner des exemples pour que ça soit le plus clair possible pour toi. Mais du coup, si tu veux te poser des questions plus en profondeur sur cette notion d'erreur et d'échec. La première question qui est en général la plus simple, c'est qu'est-ce que toi t'as appris de tes plus grandes erreurs? Est-ce que à chaque fois tu prends vraiment le temps d'ailleurs de faire un retour sur une expérience ou pas? En vrai, c'est méga important. Et des fois, tu as des expériences toutes bêtes. Mais tu vois, mon expérience du Pérou où j'ai voulu vaincre mon vertige, je vais dû me poser après pendant 1 ou 2 jours pour prendre du recul et de me dire pourquoi est-ce que j'avais le vertige, pourquoi est-ce que je vivais ça comme une erreur, comme une honte, comme un échec d'avoir le vertige. Et en fait, ça m'a permis de passer au-delà de ça. Et aujourd'hui, je peux faire plein de vie à ferrata, plein de tyroliennes. Je crie toujours, mais au moins je l'ai fait. Comment est-ce que du coup tu peux utiliser justement ces erreurs pour aller plus loin? Et quelles sont les pistes d'amélioration? Potentiellement, ça peut aussi te donner des idées nouvelles, des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé avant, tu vois. Est-ce que tu arrives à échouer sans culpabiliser? Donc là, il y a la notion de culpabilité qui rentre en jeu, c'est un peu plus complexe. Ou est-ce que du coup, tous les jours, tu es en mode purée, j'ai encore pris une mauvaise décision, et nanani, nanana. Encore une fois, t'auto-flageller ne va rien apporter de bon à ta vie parce que du coup, ton cerveau va emmagasiner toutes ces pensées négatives et ça va se répercuter sur ton mindset, sur ton énergie et du coup, sur les personnes qui sont attirées par toi. Donc c'est méga important de vraiment prendre du recul. Et aussi, est-ce que tu arrives à distinguer l'échec de ton identité personnelle? Par exemple, échouer dans une relation amoureuse ne fait pas de toi une mauvaise personne dans une relation amoureuse. Échouer dans un job parce que tu te sens pas bien dans ce job, parce que la rémunération ne te convient pas, parce que finalement les missions ne te conviennent pas, les horaires, le lieu de travail, peu importe. Est-ce que cet échec d'expérience professionnelle fait que tu es une mauvaise personne dans ton job? Non, pas forcément. Et ça, en général, on a un peu du mal à dissocier les deux, donc je t'invite à le faire. Le troisième commandement, c'est choisis la persévérance plutôt que la perfection. Donc pareil, dans le commandement numéro 1, je t'ai parlé un petit peu de perfectionnisme parce que je crois que l'illusion la plus répandue, en tout cas chez les entrepreneurs, surtout au début, c'est qu'en fait, il faut avoir une idée de génie pour réussir. Genre, il faut inventer un nouveau produit, il faut déposer un brevet. Un peu genre comme si tout se jouait au moment du lancement de quelque chose. Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était la persévérance qui finalement payait dans l'entrepreneuriat plutôt que la bonne idée. Parce qu'en fait, tu pourrais même avoir une idée de génie. Je dis pas, hein, je suis sûre qu'il y a plein de génies sur cette terre qui ont plein d'idées, tu vois. Mais t'as des cerveaux aussi qui sont faits de sorte que une fois que l'idée elle est sortie, en fait, ils sont incapables de matérialiser la chose. Et du coup, ils sont incapables de durer sur le long terme. Et c'est là où je veux en venir avec la persévérance. Et encore une fois, du coup, ça ne s'applique pas uniquement à l'entrepreneuriat, mais ça marche encore une fois dans tes relations de couple, dans tes relations de famille, dans tes relations de travail. Il faut persévérer. Si tu ne persévères pas, tu n'y arriveras pas. Et d'ailleurs, on dit souvent que 100% des personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, c'est 100% de personnes qui n'ont jamais abandonné. Et l'inverse est vrai aussi. Donc vraiment la persévérance, ça doit faire partie de tes qualités de vie, entre guillemets, et pour moi c'est des qualités qu'on peut travailler. Et du coup, il faut vraiment que tu vois ça un peu comme si tu t'entraînais pour un marathon, tu vois. Genre, je sais pas si le running c'est quelque chose qui te passionne, moi je m'intéresse de plus en plus à ça. Mais vraiment, l'idée c'est pas de partir à pleine balle et en fait de t'essouffler au bout de 5 bornes, tu vois. L'idée, c'est encore une fois d'avoir une vision plutôt long terme et de pas t'essouffler et d'y aller à ton allure. Parce que, comme tu l'as aussi sans doute écouté dans d'autres épisodes de podcast, mais moi aussi, j'ai loupé des lancements de produits. Moi aussi, j'ai eu des périodes où j'étais pas contactée pour de la création de contenu. Moi aussi, j'ai eu des périodes où mes stats sur Instagram, elles étaient à chier. Et en fait, j'aurais pu tout lâcher. J'aurais pu arrêter la création de contenu, j'aurais pu arrêter mon compte Instagram, j'aurais pu arrêter le business en ligne. Mais en fait, je continue. Et à chaque fois, ça va avec le commandement numéro 2, mais je le vis plus en mode, ok, c'est pas un échec, j'ai quelque chose à apprendre, vas-y, persévère, continue, n'abandonne pas. Donc c'est pour ça que j'essaye d'avoir un peu une suite logique dans mes commandements. Donc les questions que tu peux te poser par rapport à la persévérance, c'est dans les moments difficiles, est-ce que tu as tendance à vouloir tout changer dès que ça bloque? Ou au contraire, est-ce que du coup tu vas essayer de persévérer en améliorant certains aspects? La deuxième question que tu dois te poser, et celle-ci elle est beaucoup plus terre à terre, mais en fait, il faut absolument que chaque jour, tu mettes en place des petites actions qui vont te permettre en fait de garder un cap quand tu n'as plus de motivation. Donc tout simplement, en quoi tu peux te créer une discipline dans ta vie. Et ça, c'est super important. Ensuite, il faut que tu te demandes est-ce que tu es capable de t'ajuster, de pivoter sans vraiment perdre ta vision. Et ça, c'est super dur parce que quand tout va bien, on est hyper bien entouré, on est hyper motivé, on a envie de faire plein de choses. Par contre, quand tout va mal, bizarrement, il y a beaucoup moins de monde. Et du coup, là, on se sent vite perdu. Et c'est là où en fait on peut avoir envie de changer son offre, avoir envie de changer la niche de son compte Instagram, avoir envie, je sais pas, de complètement faire de la création de contenu beauté alors qu'on était dans le voyage. Enfin,
Voilà, tu peux complètement virer, alors qu'en fait, il suffirait peut-être de changer juste un petit truc pour que ça fonctionne en fait. Et ensuite, la quatrième question qui est de la pure persévérance, mais c'est est-ce que tu te laisses suffisamment de temps? On est dans un monde, et ça aussi j'en ai déjà parlé, on est de plus en plus impatient. Est-ce que quand tu lances une offre qui ne marche pas, au bout de 3 semaines, tu te dis bah, c'est bon, en fait mon idée c'était de la merde, j'arrête. Si tu te dis ça, effectivement, tu ne sais pas ce que c'est que la persévérance. Et si tu es dans l'entrepreneuriat, désolé de te le dire, mais ça va faire mal, c'est que tu n'es pas fait ou faite pour entreprendre. La base même de la réussite, et j'invite tout le monde à penser comme ça, que ça soit encore une fois une vie de couple, une vie de famille, une vie de salarié, une vie d'entrepreneur, trust the process. Ce qui compte, c'est le processus, c'est le chemin, c'est pas la destination. Parce que crois-moi, hein, même si tu réussis tout ce que tu fais, que tu transformes tout ce que tu fais en or, en fait, au moment où tu auras appuyé sur le bouton OK, objectif atteint, 2 heures après, tu seras déjà sur l'objectif du dessus, tu vois. Donc, l'idée de la persévérance, c'est vraiment, mais vraiment, de laisser mûrir en fait tes idées, tes projets, prendre le temps d'analyser, prendre le temps de poser des questions autour de toi. Vraiment, fais ça. Et donc du coup, ça me permet aussi de faire une bonne transition sur le commandement numéro 4 qui est garde ta vision claire, c'est ta meilleure boussole. Je vais encore parler d'entrepreneuriat, mais tu vas très facilement pouvoir l'intégrer à ta vie aussi. La vision, c'est la base, c'est la fondation. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à chaque session que je fais avec mes coachés, à chaque fois, je leur répète ça. Même quand tu fais une to-do list, tu dois avoir une vision. Pourquoi tu fais les choses? Si tu n'as pas de pourquoi, si tu n'as pas de sens, si tu n'as pas de vision, tu ne pourras pas durer sur le long terme, en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est ta meilleure boussole, parce que ça va toujours t'indiquer la marche à suivre. Et le but avec ça, c'est déjà d'être 100% aligné, ce qui est quand même la base de tout. C'est comme ça que tu dors avec sérénité, c'est comme ça que tu dors bien, c'est comme ça que tu te lèves motivé, etc., etc. Mais encore une fois, pour pouvoir bâtir à long terme, t'es obligé de donner du sens à ton quotidien en fait. Et du coup, pourquoi est-ce que j'utilise l'objet de la boussole pour ce commandement? C'est parce qu'une vision, ça change, ça bouge. Tu peux changer de cap à tout moment. Tu vois, l'idée, c'est pas d'être dans une prison dorée non plus. Comme tu le sais, je pense que je te l'avais déjà dit, mais avant, moi, j'avais un objectif chiffré sur mon chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ma vision, c'est de vivre de revenus passifs. Et du coup, j'ai plusieurs types de revenus qui me permettent d'arriver à ça. Au final, ma vision, elle a changé. Parce que du coup, les actions que je dois mettre en place ne sont plus les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une vision claire, ça se communique. Dis-toi ta vision à voix haute. Cette année, je veux être maman. Cette année, je veux faire ce voyage de 3 mois. Cette année, je veux décrocher ce job de cadre dans telle boîte. Cette année, je veux me lancer à mon compte dans un side business qui me passionne. Communique-toi toi-même ta vision, ça va t'inspirer à prendre confiance en toi. Et du coup, quand tu auras des downs, ça va énormément t'aider. Donc, les questions que tu peux te poser pour ce commandement-là, elles sont simples. C'est quelle est ta vision à long terme? Donc en gros, quelles sont tes décisions un petit peu quotidiennes aussi que tu devrais te poser pour aller vers cette vision à long terme. Est-ce que tu prends tes décisions en fonction de cette vision ou en fonction de l'environnement extérieur? Tu vois, par exemple, si je te dis cette année je vais être maman, est-ce que c'est toi profondément seul qui a envie d'être maman, ou est-ce que c'est la société autour, ton entourage, les gens, peu importe, qui te mettent une pression et qui t'ont du coup mis ça en tête? Alors que de base, ça serait pas forcément ta vision première, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, tu dois aussi te demander, est-ce que tu es prête à accepter plusieurs versions de toi en fonction de l'évolution de ta vision? Et ça, je te dis ça parce que quand on change un peu de vision, tout de suite les gens, ils vont être en mode ah tu vois je t'avais dit, t'allais changer, finalement t'as pas fait ci, finalement t'as pas fait ça, et gna gna gna, et gna gna gna. Et en fait dans ces moments-là, il faut que toi tu puisses te recentrer facilement et rester focus. Et le commandement numéro 5, je crois que c'est mon commandement préf, c'est lance-toi même si tu ne sais pas. Et oui, encore une fois, le perfectionnisme vient frapper à la porte, mais il y a une phrase qui revient pas mal ces derniers temps sur les réseaux, sur les podcasts, etc. Et la phrase c'est « on ne sait pas ce qu'on ne sait pas ». Ce qui est complètement vrai, en fait, dit comme ça. Je l'ai pas forcément hyper bien dit, mais je pense que tu auras saisi la subtilité. Et en fait, pourquoi je te dis ça aussi, c'est parce que je vois beaucoup de mes élèves et de mes coachés en fait qui ont envie de se lancer et qui pensent qu'en fait en faisant 1000 moodboards, en faisant 1000 calls, en relisant 1000 mails, en postant 1000 reels sur Instagram, mais en fait sans jamais vendre leur offre vraiment, elles pensent qu'elles vont y arriver. Mais en fait, non. Parce que tant que tu t'es jamais lancé dans ta vie, tu ne sais pas ce que ça fait et tu ne sais pas du coup les axes qui seront à améliorer. On est toutes et tous différents. On a des qualités, des défauts. Moi, il y a des qualités qui m'ont aidé de m'en sortir, mais il y a aussi des défauts qui m'ont énormément enfoncé dans mon parcours entrepreneurial et dans ma vie personnelle. Et tu vois, toi, c'est des choses, par exemple, que tu vas avoir en qualité qui vont beaucoup t'aider, et puis tu vas avoir peut-être des faiblesses ou des défauts qui vont plus t'enfoncer. Et c'est complètement ok
tu vois. Mais tant que tu ne sais pas, tu ne pourras pas avancer. Et en plus, j'ai envie de te dire, il vaut mieux une action imparfaite dans le timing qui est concret aujourd'hui qu'une inaction. Parce qu'en plus, on est dans un monde où tout va très 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 vite, comme tu le sais. Donc en fait, dès que tu as une idée, dès que tu as un truc, si tu ne le lances pas, limite c'est déjà trop tard. Donc ce qui compte, c'est pas de tout savoir, c'est de savoir que tu sauras t'adapter avec l'environnement, le monde extérieur, etc. Et en plus, tu le sais déjà, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais tu n'es pas seul. Parce qu'en fait, tu peux te former sur des sujets qui vraiment te bloqueraient pour passer à l'action. Donc les questions que tu peux te poser pour ce commandement, c'est quelle est la chose qui me freine le plus pour passer à l'action? Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Vraiment, 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 vraiment. Et c'est vraiment difficile de savoir. J'ai déjà fait des séances entières dédiées à ça avec certaines de mes coachées parce qu'en fait, elles ont envie. L'envie, elle est là, hein, mais il n'y a pas d'action. Et du coup, moi, je suis là pour trouver pourquoi il n'y a pas d'action et que enfin elles passent à l'action. Et du coup, est-ce que tu as ce sentiment d'être tout le temps plus en mode préparation que vraiment en mode action? Ça aussi, c'est super important. La question que tu pourrais te poser, c'est quel petit pas je pourrais faire aujourd'hui pour avancer même de 0,0001% sur mon projet. Mais grosso modo, je te dirais, tous les jours dans ta to-do list, mets-toi une micro-tâche. Mais quand je te dis micro-tâche, ça veut dire que c'est un truc qui ne te prendrait pas plus de 10 minutes, mais qui te permet d'avancer petit à petit sur un projet que tu as en cours, que ce soit un projet pro, un projet de bébé, un projet de mariage, un projet immobilier, peu importe. Aussi, du coup, en général, quand on ne passe pas à l'action, l'envers du décor, entre guillemets, de notre cerveau, c'est qu'en fait, on a surtout, encore une fois, peur de l'échec. Et on a tellement peur de l'échec que du coup, on ne passe pas à l'action. Donc, il faut que tu te demandes qu'est-ce que tu as peur de rater, qu'est-ce que tu as peur de perdre en passant à l'action. Et en fait, en verbalisant ça à l'écrit ou à l'oral, tu te rends compte en général que c'est pas si dramatique que ça et qu'en fait, il vaut mieux que tu te lances là-dedans. Et enfin, une dernière question beaucoup plus introspective, mais il faut que tu te demandes, est-ce que tu ne passes pas à l'action parce que tu as peur que ça soit pas parfait ou c'est parce que tu as peur de toi-même entre guillemets, genre est-ce que tu doutes de toi, est-ce que si ça réussit t'as peur de changer qui tu vas être, t'as peur que t'auras moins de temps pour tes proches, est-ce que t'as peur que ça va tellement changer ton quotidien que ça va éloigner tes proches? Pose-toi ce genre de questions. Ensuite, le commandement numéro 6, c'est cultive des relations vraies, elles te porteront. Donc là je vais te renvoyer tout simplement à l'épisode précédent où je t'invite à remplir un challenge de 90 jours pour reset ton environnement parce que vraiment, du coup je vais pas tout te redire ici, mais les relations, c'est ton levier le plus puissant, ou en tout cas c'est 50% de ton succès, de ta réussite et de ton bonheur. Donc il faut vraiment que tu choisisses ton entourage. Donc on parle de mentors, on parle d'amis, mais on parle aussi de partenaires et même les clients fidèles, c'est ce qui va t'aider à t'élever parce que les clients fidèles, souvent c'est ceux qui te font les meilleurs retours pour pouvoir évoluer. Et en fait, désolé de te le dire, mais on a souvent l'impression dans l'entrepreneuriat que les gens ont réussi seuls. Tu vois, genre Anthony Bourbon, on a l'impression qu'il était solo, Christopher Van Gun pareil, mais en fait ils ont tous et toutes une équipe derrière eux qui leur permet de réussir et c'est justement le choix de cette équipe d'ailleurs qui les a sans doute fait réussir, même si bien sûr ils sont à la base du projet. Je dis souvent d'ailleurs ça aussi à mes coachés, seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin. Et ça c'est une phrase que j'adore parce qu'en fait c'est impossible vraiment de réussir seul et en fait je te le souhaite même pas. Je pense qu'il n'y a rien de plus pire ça se dit pas mais bon ouais, t'as compris, que de réussir en ayant ce sentiment de réussir seul. Genre et quoi après? Avec qui je le fête? Avec qui je le partage? Avec qui je vois plus loin? T'as besoin d'être entouré par des personnes avec qui tu peux créer du vrai lien et des liens durables. Donc les questions que tu peux te poser c'est est-ce que tu prends le temps de construire des relations authentiques? Je répète, est-ce que tu prends le temps de construire des relations authentiques? La question, c'est pas est-ce que tu as des relations authentiques, c'est est-ce que tu prends le temps de construire ça? Et c'est méga, méga, méga important. Ensuite, la deuxième question que tu peux te poser, c'est une question un peu générale, et je t'invite encore une fois à écouter l'épisode juste avant, mais dans ton réseau, qui c'est qui t'élève le plus et qui peut-être tu pourrais retirer de ton environnement? Et enfin, comment est-ce que tu peux apporter plus de valeur, plus de présence et plus d'écoute auprès des personnes avec qui tu travailles? Et moi la première, hein. Je sais que avec mes clientes, mes coachés, mes élèves, mes abonnés Instagram, je suis méga 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 proche et je sais qu'à tort, mon équipe, je suis beaucoup moins proche et j'essaie de travailler là-dessus. Ensuite, le 7e commandement, c'est structure ton business pour libérer ton énergie. Donc là, on va changer un petit peu de sujet. Tu sais que j'adore le sujet de l'énergie. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle énormément, 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 surtout en vivant à Bali. D'ailleurs, ça commence à un peu me manquer, je t'avoue. Mais un business qui tourne bien, en fait, c'est un business où tu as créé des systèmes et des processus. Donc ça, c'est ta base, on va dire, terre à terre. Sauf que ces processus et ces systèmes, ils ont été pensés, en fait, pour te
libérer de la place à ta créativité. Et ça, c'est pareil. J'ai pas mal de coachés en ce moment et elles ont toutes plus ou moins en commun en fait le fait de trouver qu'une surorganisation va leur faire perdre du temps. Et en soi, je comprends. Quand je te dis il faut que tu fasses une to-do list journalière, que tu checkes tes mails à telle heure, que tu prennes 1 heure pour toi à telle heure, que tu prennes ta pause déj à telle heure, que tu ailles chercher ta fille à l'école à telle heure, etc., etc. Forcément, ça fait hyper drastique comme ça. Mais déjà, je suis toujours dans la flexibilité. Mais en fait, elles se rendent compte que quand tu as une to-do list bien faite, quand tu as un agenda bien réglé, en fait, ta charge mentale, elle est divisée par 2, 3, 4, 5, 6 en fonction de la taille de tes business, de la taille de ta famille, de la taille de tes objectifs. Et en fait, limite, pour moi, c'est ça qui, aujourd'hui, te permettrait de faire scaler ton business ou de réussir à tomber enceinte ou de partir sur ces 3 mois de congé sabbatique que tu rêves de faire. Parce que quand tu n'as plus de charge mentale, tu retrouves une énergie absolument incroyable en toi et c'est cette énergie-là qui te permet de passer à l'action. Et très honnêtement, je vais essayer de dire ça sans jugement, mais je ne comprends pas les gens qui se lèvent le matin en ne sachant pas ce qu'ils vont faire de leur journée. Vraiment, pour moi, c'est genre un énorme point d'interrogation. S'il y en a parmi vous qui veulent témoigner de là-dessus, genre pourquoi est-ce que vous ne voulez pas organiser vos journées? Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau le matin quand vous vous réveillez? Quelle est votre motivation? Quels sont vos objectifs, votre vision? Comment est-ce que vous avancez? Comment est-ce que vous voyez dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Franchement, c'est un sujet qui m'intéresse de ouf parce que pour moi, c'est impossible. Vraiment, c'est impossible que je me lève le matin. Le jour où je me lève le matin en ne sachant pas pourquoi je dois me lever, en ne sachant pas ce que j'ai à faire, c'est que je suis en train de gâcher ma vie. Et pour moi, la vie, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et des fois, ça peut être juste de faire des petits trucs, tu vois. Des fois, j'ai l'impression qu'on se fait des montagnes, mais tu vois, ça peut juste être de faire une checklist, par exemple, pour gérer ton budget familial. Truc bête, mais je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ne le font pas. Et en fait, ça te permet quand même de pouvoir potentiellement faire un plus beau voyage, de pouvoir payer plus de livres pour tes enfants, pour qu'ils puissent étudier dans les écoles de leur choix, ce genre de choses, tu vois. Et en fait, c'est des petits ajustements au quotidien qui vont faire que en fait, tu vas te sentir libéré, que tu vas avoir une clarté de l'espace, etc. Donc les questions que tu peux te poser, c'est est-ce que tu as des processus pour gérer tes tâches quotidiennes? Des tableaux, des to-do lists, des rappels, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des choses aussi où vraiment tu sais que ça peut te prendre trop de temps et que tu aimerais un peu processiser ou automatiser? Je reprends l'exemple que j'avais d'ailleurs donné dans un autre épisode, mais typiquement les tâches quotidiennes, surtout pour les femmes, ça peut vite être une montagne entre la vaisselle, le linge, le repassage, le ménage, les devoirs, les bains, les couches, les machins, les trucs. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu peux déléguer sans que ça te coûte un bras? Typiquement, une femme de ménage, elle passe 2 fois par semaine, ça va pas non plus genre te ruiner, ça va pas te coûter 1000 balles par mois, tu vois. Essaye. Au pire, tu la prends 1 fois par mois, 1 fois par semaine, que 4 heures. Et tu verras déjà comment tu vas te sentir soulagé et après tu verras si tu peux la prendre plus. Et enfin, est-ce que tu utilises les bons outils? Et ça, les outils, c'est encore un vaste sujet que je pourrais faire un épisode entier dessus, donc je vais pas m'attarder ici, mais essaie de chercher des outils qui te conviennent à toi. Ensuite, le 8e commandement, c'est sois à l'écoute de ton client, mais tu es la reine de ton business. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris assez récemment. C'est-à-dire que un client, c'est précieux. C'est sûr, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu comprennes ses besoins, ses freins, ses attentes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la base d'un business qui fonctionne. En vrai, je connais personne qui a réussi à faire un business en n'écoutant pas le retour de ses clients. Ça n'existe pas. Mais il y a une nuance à faire entre être à l'écoute et être à disposition. Je répète, il y a une différence entre être à l'écoute et être à disposition. Et je répète parce que ça fonctionne aussi pour un job de salarié, ça fonctionne aussi en tant que mère de famille, ça fonctionne pour tout un tas de types de profils de vie. Et la nuance, elle est énorme. Elle est énorme, énorme, énorme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font des burn-out parce qu'en fait, ils s'oublient tellement ils veulent être à disposition de leurs clients à longueur de jour et de nuit. Il y a même des gens qui sont à Bali puis qui font leur call à 4 heures du matin parce que son client ne pouvait pas par rapport au décalage horaire. Ce genre de choses, ça, c'est quelque chose, c'est niet. Alors moi je l'ai jamais fait, mais après voilà, tu connais mon parcours avec WhatsApp notamment. Le fait de donner mon numéro WhatsApp, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire parce qu'en fait je trouve ça vraiment trop invasif en fait quand les clients commencent à t'écrire des WhatsApp quoi. N'oublie pas que tu es à la tête de ton entreprise, tu es à la tête de ta famille, tu es à la tête de ta vie, donc c'est toi et seulement toi qui peux décider de la manière dont tu as envie de vivre, avec la sérénité qui va avec, et du coup c'est à toi de poser les conditions. Et c'est méga difficile à faire, hein. Franchement, genre poser des limites aux gens, c'est une des choses les plus dures avec le fait de dire non, comme tu dirais d'ailleurs à un enfant. Mais au final, pourquoi est-ce que tu le fais avec un enfant? Parce que tu sais que ça va être bien pour lui, pour son évolution, pour pareil sa santé mentale, de savoir que dans la vie, il y a des limites qu'il faut pas dépasser. Et ben en fait, c'est la même chose avec les adultes. Tout simplement. Donc les questions que tu pourrais te poser, c'est est-ce que tu te laisses un peu trop influencer en fait par rapport à tes clients, ta famille, ton environnement, tes collègues?
Genre ça, c'est un truc qui revient assez souvent aussi, je trouve. C'est l'image qu'on renvoie en fait auprès des gens. Et il faut que tu essayes de moins regarder cette image-là et d'être plus concentré sur toi. Ensuite, la deuxième question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu fais passer ton équilibre personnel avant le besoin d'un client, d'un enfant, d'un mari ou d'un collègue? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça va sembler hyper égoïste, mais si tu fais passer l'autre avant ton propre équilibre, en fait, c'est là où tu vas te déséquilibrer et c'est là où tu vas faire un burn-out, où tu vas péter les plombs, où tu vas arrêter de persévérer, où tu vas lâcher. Et c'est pour ça qu'en fait, si toi, tu te fais passer avant ta santé mentale, ton bien-être, ta sérénité, en fait, tu arriveras même à trouver les meilleurs mots pour faire passer le message à ton client, à ton mari, à ton enfant. Le commandement numéro 9, c'est un sujet qui intéresse énormément de gens, mais c'est fais la paix avec l'argent. L'argent, c'est un sujet qui est très sensible pour beaucoup d'entrepreneurs, surtout encore une fois sur un modèle plutôt européen, francophone. Voilà, on a grandi avec les croyances en mode faut pas avoir trop d'argent, l'argent égale corruption, demander de l'argent c'est mal vu, etc., etc. Et au final, on a un problème avec la réussite et la valeur de l'argent. Et en fait, l'argent, c'est un outil. Et pour moi, c'est même une énergie. En fait, c'est quelque chose qui te permet d'investir dans le fait de grandir. Et ça, pareil, j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais ça va te permettre de soutenir, en fait, tout ça. Donc, en fait, c'est ni sale, ni pas bien, ni superficiel, ni inutile. Juste accepte que, en fait, l'argent, c'est un outil, c'est une énergie. Ça vient, ça rentre, ça sort, ça repart, ça se déconstruit, ça s'investit, ça se dépense, comme tu veux. Mais il faut vraiment que tu fasses la paix avec l'argent et du coup aussi avec le fait de contrôler tes dépenses. Et ça, c'est pareil, j'ai l'impression que plus les générations avancent et moins on contrôle ses finances. Moi, je me rappelle à l'époque de ma grand-mère, elles avaient tout un carnet. D'ailleurs, il y avait un nom spécial là, avec des mini-lignes de partout là pour pouvoir écrire les virgules. Et genre, elles passaient mais des heures à faire ça tous les mois, à faire la comptabilité, à la virgule près, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'impression que finir à découvert, c'est devenu normal et en fait, ça pose aucun souci à personne, quoi. Mais en fait, comprendre la rentabilité, comprendre l'investissement que tu mets dans une maison, dans un mariage, dans un business, c'est super, super, super important. Et même si tu détestes les tableaux Excel, t'as pas du tout besoin d'être expert comptable pour faire ça, hein, pour avoir une bonne relation avec l'argent. C'est juste un indicateur. Donc ça va te donner une idée de ton équilibre. Et surtout, 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 tu as le droit de vouloir gagner beaucoup d'argent, que ça soit dans un business qui t'appartient ou dans un job pour lequel tu es rémunéré. Donc les questions que tu peux te poser à ce moment-là, c'est est-ce que tu es à l'aise avec tes finances? Est-ce que tu es en train d'investir ton argent ou est-ce que c'est en train de partir comme neige qui fond au soleil? Je crois que c'est ça l'expression. Et s'il te plaît, quels sont tes objectifs financiers? Tu peux me faire ça par mois, par année, je m'en fiche. Mais si, encore une fois, tu n'as pas de vision financière, tu passeras jamais à l'action. Et du coup, c'est pareil, le nombre de personnes que j'entends dire « mais moi, je pourrais jamais investir, mais moi, je gagne pas assez d'argent, et nanani, nanana », et au final, c'est des personnes qui fument, c'est des personnes qui sortent tous les week-ends en boîte, c'est des personnes qui vont chez Zara toutes les semaines, etc., etc. Et en fait, c'est sûr que du coup, tu n'as pas le droit de te plaindre de ne pas pouvoir acheter un appartement ou une maison quand tu as ce genre de comportement avec l'argent au quotidien. Donc, s'il te plaît, mets-toi des objectifs financiers. Et du coup, on arrive au 10e et dernier commandement qui est protège ton bien-être, c'est ton capital le plus précieux. Et là, du coup, on va aborder un sujet que j'adore, je t'en ai déjà parlé plein de fois, c'est vraiment le sujet qui me passionne en ce moment. Le sujet du bien-être, en fait, pour moi, ce n'est pas un luxe, c'est un vrai pilier. Et donc là, on va partir dans tous les sens, mais je vais essayer d'être concentrée. Mais pour moi, vraiment, le fait de bien dormir, de faire du sport, de bien manger, de pas fumer, de pas boire d'alcool, d'avoir des bonnes fréquentations, d'être entouré d'ondes positives, de se parler positivement, tout ça, en fait, crée en toi un bien-être et en fait, ça doit faire partie intégrante de ta stratégie pour atteindre tes objectifs. Donc ça veut dire que des fois, il faut savoir ralentir, ça veut dire que des fois, il faut poser des limites, ça veut dire que des fois, il faut savoir dire non, ça veut dire que des fois, il faut avoir des routines, il faut être OK avec le mot routine, ça veut dire qu'il faut apprendre à ne pas culpabiliser, il faut apprendre à ne pas réussir tout de suite. Et en fait, ton énergie, ton équilibre mental avec ta santé physique et émotionnelle, en fait, c'est bien plus important qu'un chiffre d'affaires, un salaire, un nombre d'enfants, un nombre de voyages. Vraiment, ce qui va te rester à la fin quand tu seras vieux ou vieille, c'est toi avec ton corps en fait. Donc la santé, c'est la base de tout. Et limite, j'aurais pu mettre en commandement numéro 1, mais je voulais terminer par aussi ce qui pour moi est le plus important, à savoir la santé. Donc les questions que tu peux te poser, c'est est-ce que tu t'accordes vraiment du temps de qualité pour toi? Et ça, je te l'ai déjà dit, je crois, un peu avant dans l'épisode, mais toutes mes coachées, je leur demande de mettre
1 heure dans leur agenda où c'est 1 heure pour elles. Mais quand je dis 1 heure pour elles, c'est vraiment 1 heure pour elles. C'est-à-dire que si tu as des enfants, eh ben, il faut soit que tu les fasses garder, soit quand ils sont à l'école, soit si tu es encore avec le papa ou que tu es en couple, eh ben, tu demandes à la personne de le garder ou de les garder juste 1 heure. C'est super important pour le mindset. Et quand je dis 1 heure pour toi, c'est pas 1 heure pour scroller sur les réseaux, c'est 1 heure pour aller te faire masser, c'est 1 heure pour faire du yoga, c'est 1 heure pour méditer, c'est 1 heure pour lire, c'est 1 heure qui va te permettre de te recentrer et de faire du bien à ta santé mentale. Ensuite, une autre question, et c'est marrant parce que ça, j'ai une abonnée qui m'a demandé de faire un épisode là-dessus, mais c'est qu'est-ce que concrètement tu peux faire pour gérer ton stress au quotidien. Donc dis-moi si tu veux que je fasse un épisode là-dessus, parce que je trouvais que la question était un peu trop globale, mais après voilà, on est parti sur la charge mentale et ce genre de choses, donc en vrai c'est un sujet qui m'intéresse de ouf avec le cortisol comme tu le sais. Et enfin la dernière question, c'est quels sont les rituels / habitudes. D'ailleurs, je me suis rendu compte que le mot rituel, je préférais au mot habitude récemment. Donc dis-moi ce que t'en penses, mais moi je préfère rituel. Pour recharger tes batteries régulièrement. Est-ce que c'est de te mettre off un jour sur les réseaux? Est-ce que c'est de redemander un jour de TT en plus? Est-ce que c'est de prendre un bain? Est-ce que c'est de boire un verre avec une copine? Bref, un rituel qui fait que tu te sens bien. Et maintenant, pour clôturer cet épisode, je vais te demander un dernier exercice parce que là, du coup, tu as dû noter énormément de questions. Je pense que tu as l'impression, encore une fois, que c'est une montagne pour réussir à atteindre tes objectifs et être vraiment la girl boss de ta vie. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas choisir un commandement, un seul. Tu vas l'écrire sur un post-it. Tu vas le coller un peu de partout où c'est visible, donc sur ton ordi, sur ton frigo, sur ton miroir le matin, pendant 30 jours. Et pendant 30 jours, je veux que tu le lises chaque matin et que tu le lises à voix haute. L'idée, en fait, quand tu lis ce genre de choses à voix haute, c'est que ton cerveau va finir par l'incarner. Et du coup, malgré toi, sans vraiment t'en rendre compte, tu vas devenir une girl boss. Tu vas voir, ça va un peu diriger tes choix, ton énergie. Enfin, vraiment, c'est un exercice qui est méga puissant. Et de base, je pensais que c'était vraiment pas bullshit, mais tu sais, je me suis dit, bon, franchement, ça devrait pas trop marcher, quoi. Genre, écrire sur un bout de post-it, c'est pas grave. Par exemple, moi, ma première psy en thérapie cognitive et comportementale, ouais, c'est ça, elle m'avait demandé d'écrire sur des post-it, c'est pas grave. À chaque fois que j'avais un truc qui me trigger et qu'en fait, qui me mettait mal, qui me mettait dans des réactions d'impulsivité, elle m'a dit, il faut que tu relis ce post-it, c'est pas grave. Genre, il n'y a rien de grave, ça va bien se passer. Et ça a tellement bien marché. Donc vraiment, fais ça, s'il te plaît. Donc là, il y a 10 commandements. Donc en soi, tu pourrais tenir 10 mois dans l'année. Et voilà, j'espère quand même que c'est un épisode qui t'aura plu. La base de tout, c'est d'écouter son intuition. Pour le coup, ces 10 commandements, j'aurais quand même vraiment voulu qu'on me les donne avant de me lancer dans l'entrepreneuriat il y a 10 ans, surtout que du coup 23 ans c'était relativement jeune. Donc s'il y a des personnes qui ont entre 20 et 25 ans, j'espère que ça vous apportera encore une fois full valeur. C'est ok d'avoir des moments de doute, ça demande beaucoup de courage de passer au-dessus de ces moments de doute, de passer au-dessus de la procrastination, de la peur, etc. Mais vraiment, c'est possible. Genre, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et du coup, pour clôturer par une petite phrase un peu spicy, je dirais que la vie, encore une fois, ce n'est pas une course, mais c'est un marathon. Je te l'ai déjà un petit peu dit dans l'épisode, mais vraiment, garde ton énergie. T'as rien à prouver à personne à part toi-même. Tu nais avec toi-même, tu vas mourir avec toi-même. Donc, la base, c'est de t'aimer et de faire ce qui, toi, te plaît, aligné avec ce dont tu te sens bien en ce moment. Et encore une fois, ça va bouger au fil des semaines, des mois et des années et c'est complètement ok. Merci beaucoup d'avoir écouté encore cet épisode de La Comète et la semaine prochaine, du coup, je te retrouverai dans ma prochaine destination.